Bon, je pense que l'intelligence territoriale, avant tout, la chose la plus importante, c'est d'être un système ouvert. Et la plupart des méthodologies qu'on peut trouver pour analyser beaucoup de choses, normalement, elles sont relativement fermées. Et parfois, elles ont des petites fenêtres. Mais je pense qu'une chose importante, c'est d'avoir une méthodologie, une façon, une approximation qui soit ouverte. Donc ça, c'est très important parce que les choses techniques commencent à mourir quand elles sont fermées. Donc je pense que ça, c'est très important, que ça soit une méthodologie, une façon d'analyse qui soit ouverte. Ça me paraît aussi très important, mais pas seulement ouverte et sur d'autres disciplines, mais aussi ouverte dans le sens n'importe quelle information a de la valeur. Et ça, je pense que c'est une autre chose importante, c'est-à-dire l'information expert d'un côté, très importante, mais l'information fermier, citoyen et communauté indigène avec la même importance. Je dis avec la même importance, parce que ce sont des différentes sources d'information, mais le contenu d'information sous cette perspective d'intelligence territoriale, les deux sont très importants. Et je pense que ce sont les deux choses que je pense importantes à souligner. Un système ouvert et l'autre, une vision de l'information profondément démocratique, si on veut le dire. Bon, je pense qu'il y a toujours un grand problème avec notre espèce, donc Homo sapiens, c'est qu'on a mis sapiens. Et je pense que vraiment, on n'est pas tout à fait sapiens. Mais de toute façon, une chose importante, c'est en comparaison avec les différentes stratégies qu'il y a pour la survie dans les écosystèmes très complexes, nous sommes un expériment absolument unique. Et ça, c'est intéressant parce que nous ne sommes pas une espèce différente, trop différente, mais la stratégie que notre espèce, développe, elle est vraiment originale. C'est-à-dire, nous sommes une des espèces uniques à avoir une accumulation permanente d'informations. Nous avons déjà 5000 générations, plus ou moins, entre l'origine d'Homo sapiens dans ce qu'aujourd'hui on appelle l'Éthiopie, jusqu'à maintenant. Et chaque génération a plus d'informations que la génération précédente. Ça veut dire beaucoup de choses. La plus importante, c'est que dans toute cette période, l'information génétique d'Homo sapiens n'a pas trop changé. Mais la culture, chaque génération a eu une culture différente. En plus, avec distribution géographique, c'est pas seulement différente entre générations, dans une même place, mais aussi dans des différentes régions. Donc, c'est une des seules espèces qui est en train de changer, pas seulement le contenu total d'information, mais aussi le comportement. Ça veut dire que chaque personne, chaque famille, chaque groupe, chaque pays, mais surtout toute une génération d'Homo sapiens, n'importe quelle génération, elle a une situation d'information tout à fait différente à la précédente, mais aussi différente à celle qui va venir. Parce que toujours, il va y avoir plus d'informations. Et l'autre chose importante, c'est que il y a eu pas seulement beaucoup d'informations, mais des changements de comportement. Donc, beaucoup d'informations, accumulation d'informations et variations pratiquement incroyables des comportements. Donc, ça, c'est un défi évolutif absolument nouveau. On ne trouve pas avec les fossiles une situation similaire. Comment peut-on s'adapter à un système qui fonctionne sur la base de pouvoir prévoir les choses
quand la nôtre, c'est une espèce qui ne prévoit pas, c'est-à-dire qui change absolument tout le temps. Donc ça, je pense que ça, c'est le défi évolutif le plus grand. C'est parce qu'il n'y a pas d'expérience. Comment est-ce que ça va finir? Parce que on pourra peut-être réduire notre permanente augmentation d'informations, de changements de comportement, quand la seule façon de survivre à long terme, c'est d'être des individus, des groupes, des populations prévisibles. Et je pense qu'on n'a pas la réponse. Mais si on regarde les choses qui sont en train de se passer à ce moment-là, il y a des doutes très profonds par la destruction de l'environnement et par la destruction des communautés humaines, par des communautés humaines. Donc la réponse, elle n'est pas tout à fait claire. Mais on peut déjà dire qu'il y a certains formats de réponse qui sont en train de s'établir. Oui, je pense que c'est très lié à la situation intérieure. Parce que Homo sapiens, c'est une espèce qui mélange d'un côté information génétique, c'est celle qui vient avec les gènes, chaque génération, et avec une variation génétique très faible, mais en même temps, c'est une incroyable quantité de choses culturelles, d'informations culturelles. La chose intéressante, c'est qu'il n'y a jamais un chapitre séparé culture, un chapitre séparé génome. Ils sont tout le temps en train d'agir d'une façon interactive. Donc, il y a deux choses qui sont très importantes. D'un côté, c'est une chose qui est dans notre système génomique, c'est la définition de territoire. Il y a disons, des instructions relativement fixes, ça change, mais c'est relativement fixe, pour établir des territoires, surtout les territoires protégés. Et l'autre côté, ce sont les hiérarchies, c'est-à-dire toujours dans n'importe quel groupe, celui qui a plus de pouvoir ou celui qui a plus d'outils pour avoir plus de possibilités de conduire, et les gens qui sont dans le groupe qui ont, en disant, des possibilités d'être conduits. Donc ces deux choses sont dans le génome. Donc on ne peut pas séparer ça. Donc si on a 5000 générations, 5000 unités chronologiques d'augmentation de l'information, tout ça sur cette chose des territoires, ces choses-là, des hiérarchies, ça nous explique l'énorme complexité qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a des territoires multiples. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, il y a beaucoup d'espèces qui ont des territoires, mais normalement, on voit seulement nos territoires. Mais c'est toujours une grande mélange entre territoires. Mais même aujourd'hui, dans un pays, ce n'est pas un territoire-pays, c'est le territoire-pays. Il y a les petits territoires de chaque région, il y a les territoires des petits groupes, il y a le territoire de la personne. Un appartement, c'est un territoire, même très bien défini, avec une porte et une clé, donc, qui est défendue. Donc, ce concept de multiterritorialité, je pense que ce n'est pas une chose qui était vraiment bien envisagée. Et déjà, je fais à nouveau le lien avec intelligence territoriale, parce que quand on a un instrument ouvert d'analyse, ça, c'est la meilleure façon de pouvoir faire entrer toutes ces nouvelles complexités, comme par exemple les territoires multiples. Surtout parce que aujourd'hui, si on ne comprend pas comment c'est le fonctionnement du comportement humain, si on ne comprend pas comment c'est le comportement de territorialité, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe par exemple avec l'État islamique,
On ne peut pas comprendre ce qui se passe avec les États-Unis et son besoin d'avoir pouvoir partout. Et finalement, on ne comprend pas pourquoi il y a des communautés indigènes qui sont chassées d'un territoire seulement pour que ces ressources puissent être utilisées. C'est impossible de comprendre tout ça si on ne comprend pas comment sont les comportements humains, comment ça se déroule, et surtout ces choses des hiérarchies et des territoires multiples. Je pense que ce sont des clés très très importantes pour voir les réponses sur qu'est-ce qui va se passer avec notre expériment. Parce que nous sommes un expériment et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec notre expériment. Je pense que ça c'est une chose importante quand on voit une façon d'analyse qui permet de travailler avec un système d'analyse ouvert avec des sociétés aussi relativement ouvertes. Et évidemment, le grand défi, c'est que d'un côté, il y a une transition permanente. C'est-à-dire, dans les 5000 générations, il y a eu des transitions très très longues, des transitions moyennes et des transitions petites. Moi, je pense que dans les processus qu'on trouve sur nos sociétés, par exemple Franche-Comté dans ce moment-là, est dû surtout à des changements très rapides. On est en train de parler d'une transition rapide. Et ça, c'est très différent des transitions qui se déroulent avec beaucoup de temps. Et ça, c'est un défi difficile parce que on n'a pas beaucoup de temps pour la transition. Parce que les choses sont en train de changer beaucoup, très très rapidement. Par exemple, dans ces jours-là, les prix du pétrole, il a réduit. Il est réduit et il y a aussi donc une possibilité d'augmentation de développement lié à une diminution du prix du pétrole. Donc par exemple, ça c'est seulement une des variables de cette transition. C'est-à-dire, si on venait en certaine façon de voir comment par exemple voir des sources moins dures pour avoir de l'énergie, nous avons maintenant un petit processus qui va en arrière. C'est-à-dire, les gens qui disaient, on a la crise devant nous, on dit, on a un petit peu plus de temps parce que le prix du pétrole diminue, peut-être lié aussi avec le fracking et toute l'exploitation non conventionnelle. Mais je veux dire que le grand défi, c'est comment faire sur une région avec beaucoup de traditions, qui c'est une chose importante sur Franche-Comté. Les terroirs et la tradition, c'est une chose importante dans le processus de faire les transitions. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une certaine quantité de population, il y a des gens qui ont vécu des différentes situations. Donc ça, c'est une situation populationnelle très très intéressante pour les changements qui vont être rapides. Donc pour moi, c'est toujours assez intéressant de voir comment il y a cette résilience qu'on appelle positive dans des régions comme le Franche-Comté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'histoires, de liens entre le terroir, les gens, mais en même temps, il y a tous ces virus de la consommation féroce. Mais même avec ça, c'est beaucoup plus facile de faire les transitions rapides quand on a dans une société une liaison avec les terroirs. Parce que moi, une chose qui me fait un peu de mal dans les sociétés avec un changement rapide et presque couper les racines avec le terroir et les passés, c'est qu'elles sont beaucoup plus nues et sensibles au changement extérieur. Et dans ce moment-là, tous les pays pour survivre
sont en train de convaincre aux autres de faire les choses qu'ils veulent que ça soit fait. Et je pense que le seul mécanisme pour être protégé, c'est de savoir pas seulement quel est mon terroir, mais comment fonctionne mon terroir. Et ça, je pense que c'est une chose pour moi assez étonnante en France, mais c'est c'est étonnante quand on fait la comparaison, parce que c'est vraiment pas étonnant, parce que beaucoup des Français qui vivent par exemple en Franche-Comté, ce sont des indigènes, c'est important, parce que il y a la plus stupide, c'est de dire indigène et pas indigène. Ça, c'est une convention intellectuelle qu'il faudra discuter dans un autre moment, mais ce sont des indigènes, ce sont les gens qui sont dans un terroir il y a un certain temps et qui comprennent, ça c'est une population indigène. Donc il y a beaucoup de populations indigènes, pas dans le sens traditionnel du mot indigène, et les gens qui ne sont pas indigènes dans ce schéma, ce sont qui arrivent, ne connaissent rien et commencent à faire des bêtises sur le territoire. Et je pense que dans ce cas, quand il y a ces traditions, ces racines, c'est plus facile, n'importe quelle tradition surtout, ces transitions rapides, parce qu'on est sûr qu'il y a des choses qui vont réagir et dire bon, on ne peut pas aller sur ce sens parce qu'on a déjà de l'expérience de guerre derrière, et même si c'est un prix très très lourd, mais aussi c'est une pièce d'information importante pour les transitions. Merci.